Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Qui veut la guerre? Un certain nombre de gens, soit idéologisés, soit fanatisés, soit extrémisés, soit lobotomisés, et puis les marchands d'armes, ça marche, hein, c'est un bon business, évidemment. Et quelle chanson résiste devant le business? Aucune. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre pour que les armes s'arrêtent et pour que le peuple arrête d'être massacré pour des causes perdues, gagnées, on ne sait jamais, dans un combat douteux, comme disait John Steinbeck. Alors hier, nous avons reçu Corentin Clerc, qui est le représentant de SOS Chrétiens d'Orient en Arménie, et qui nous a fait un tableau de la situation, qui est une situation assez terrible en ce moment. Effectivement, une guerre ouverte, il n'y a pas que en Russie-Ukraine, une guerre ouverte entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Et actuellement, l'Azerbaïdjan avance et menace incontestablement un certain nombre de territoires. Et apparemment, c'est ce qu'on disait Corentin Clerc, il n'y a pas que lui, c'est que les combats se déroulent sur le territoire arménien et pas seulement sur le Haut-Karabakh. Le Haut-Karabakh qui est contesté, effectivement. Et nous avons avec nous Zahour Sadiq Baili. Bonjour, monsieur Sadiq Baili. Bonjour, monsieur Berkov. Bonjour, vous êtes juriste, vous êtes politologue, vous êtes membre du nouveau conseil d'administration du Congrès des Azerbaïdjanais du monde, et je le précise... Oui, c'est pas ça ? De l'Europe, pas du monde. De l'Europe, pas d'accord, de l'Europe. Et ce n'est pas rien, vous êtes né à Erivan, je rappelle, en 1976, vous êtes né à Erivan, la capitale de l'Arménie. Alors dites-moi, par rapport à ce qui se passe quand même, l'impression qu'on a, et ce n'est pas seulement une impression, pourquoi effectivement on en arrive à ce stade des hostilités? Ça s'était calmé il y a quelque temps, là il y a un cessez-le-feu, mais tout le monde pense qu'il sera hélas de courte durée. Et pourquoi l'Azerbaïdjan a décidé d'aller un peu plus loin sur le territoire arménien? Qu'est-ce qui se passe? Dites-nous un peu là, comment vous voyez la genèse de ce conflit et ce qui se passe aujourd'hui. Michel Berkov, d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Bien sûr, il n'y a pas de prévu, vous pouvez me poser toutes les questions. Je voudrais dire que je m'incline devant Sud Radio parce que je fais un courrier à toutes les rédactions françaises, donc je pense que vous avez peut-être entendu parler. Et je dénonçais le blocus de l'Azerbaïdjan par les diasporas arméniens parce que depuis 25 ans que j'habite en France, c'est toujours la même chose. On n'arrive pas à débattre, on n'est pas invité sur le plateau. Il faut que ça change. Je m'adresse au président de la République qui est garant de liberté d'expression. Et sinon, on va se dire la CSA. Vous savez, c'est étonnant. On parle aujourd'hui beaucoup de RT France, dont la directrice générale est Madame Simonian arménienne. J'ai été invité 3 fois pendant le conflit de 2020 et j'ai pu débattre notamment avec M. Yegavian et M. Devidjian. D'accord, monsieur Sadiq Baili. Première chose. Non, bien sûr. Deuxième chose, il a beaucoup d'idées fausses reçues sur le conflit, tant sur le conflit de 2020, sur le Karabakh, et sur le conflit d'aujourd'hui. Il faut comprendre une chose que moi, je souhaite débattre, je suis prêt à débattre et notre communauté aussi. Donc moi, je suis prêt à répondre à toutes les questions, mais il faut d'abord reprendre des choses dans l'ordre, changer les idées reçues et changer les autres qui sont les idées fausses. Malheureusement, les Arméniens, les protagonistes arméniens et ceux qui le soutiennent, chaque fois, sous l'antenne, ils racontent des choses, mais chaque fois, ils travestissent un petit peu la vérité. Donc, mais attendez, ce que vous me dites, attendez. Il faut pas faire un discours, monsieur. Et vous dites que vous n'êtes pas invité du tout, votre point de vue n'est pas représenté dans les médias français. C'est ça ce que vous êtes en train de dire? Depuis 25 ans. C'est la même chose. Bon, alors écoutez, avançons et ne faisons pas les polémiques sur les médias, on peut les faire, mais avançons. Expliquez-nous votre version. C'est-à-dire, vous dites actuellement, ça date de, je crois, si j'ai bien compris, mais corrigez-moi si je me trompe, ça date de la fin de l'URSS, tout cela. C'est ça? Donc, à la fin de l'URSS, c'est vrai que les Arméniens présentent toujours l'Azerbaïdjan, toute l'Azerbaïdjan, vous savez, la grande Arménie, qui peut-être existait là en 95, mois avant Jésus-Christ, et les Arméniens prétendent qu'il était entre 3 mers, et donc ce qui concerne l'Azerbaïdjan, c'est entre l'embouchure de 2 grandes rivières, quoi, l'Arak, ça veut dire c'est moitié de l'Azerbaïdjan. Donc c'est leur théorie. Chaque fois, ils disent ça. Moi, j'appelle ça, j'ai inventé un terme, j'appelle ça dinosaure, il dinosaure d'histoire. Même il y a un Arménien qui a été invité chez Solovyov, il a dit qu'après les dinosaures, c'est nous qui avons vécu. Mais c'est ridicule. Maintenant, concernant le Karabakh, je suis juriste, je vais aller directement avec les faits. Le Karabakh, c'est différent. Il y a un assise juridique. C'est le traité de Kurekcha de 14 mai 1805 entre le Khan du Karabakh et l'Empire russe, dans lequel il est marqué que c'était un territoire d'une khanat azéri. C'est ce qui s'est passé après.
il est rentré dans l'Empire russe, le Khanat a été supprimé, le Khan a été tué, ses héritiers aussi, et c'est devenu du gouvernement du Karabakh. La population arménienne, en même temps, commence à augmenter, non seulement au Karabakh, mais dans toutes les régions autour. Aujourd'hui, ce qu'on parle de l'Arménie et donc de Nakhchivan et de Zangezur, c'est les anciens Khanats azéris. Alors vous allez me poser la question, mais d'où viennent les Arméniens? Pourquoi? Vous savez, la vraie Arménie, celle que devait avoir l'Arménie wilsonienne, elle est restée dans l'Anatolie orientale. Au début du siècle, les frontières ont été modifiées et c'est pour ça aujourd'hui on a le problème. Sur le Karabakh, pour terminer, pour le conflit, les Arméniens disent souvent le Staline nous a donné le Karabakh. C'est faux. La décision du bureau politique du Parti communiste de 4 juillet 1923, il y avait deux. Le 3 juillet, ils ont donné Karabakh à l'Arménie et 4 juillet, ils ont dit exactement, on a les preuves, laissez le Karabakh en Azerbaïdjan et créer une autonomie. C'était un compromis trop grand. Si vous avez compris, c'est la question des frontières. Oui, alors évidemment, la question des frontières, c'est toujours selon le gré et le caprice du vainqueur et de l'occupant, en l'occurrence la Staline. C'est clair. Voilà. Et ce qui concerne maintenant le problème d'aujourd'hui, hein, d'abord, je vais rétablir. Parlons d'aujourd'hui, parlons d'aujourd'hui. Parce que je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit Corentin Clair hier, parce qu'il n'a pas raconté toute la chose. Depuis 2020, depuis 10 novembre 2020, quand l'accord tripartite a été signé, d'accord, cet accord qui a été signé, je vous rappelle, j'ai aussi une petite carte, je vous l'ai ramenée pour montrer à tout notre auditoire. Donc regardez, c'est les cartes anciennement de l'Azerbaïdjan et des territoires occupés. Donc les territoires occupés, ils étaient tous ici, voyez. Donc si on prend peut-être dans l'autre sens, voilà. Donc voilà. Donc les territoires occupés, c'était tout ici. Donc quand elle dit que l'Azerbaïdjan a récupéré le Karabakh, c'est pas vrai. C'est les territoires d'Oku et c'est l'exécution de 4 résolutions. Non, mais est-ce que aujourd'hui, je vous pose la question justement. Est-ce que Corentin Clair dit que la ligne claire de l'Azerbaïdjan est de récupérer tout le Haut-Karabakh? Vrai ou pas? Le Haut-Karabakh, c'est différent. Le Haut-Karabakh, c'est le territoire d'Azerbaïdjan. Donc aujourd'hui, j'ai publié un article. Malheureusement, Le Monde n'a pas voulu le publier, une tribune, dans laquelle j'ai expliqué le problème du Haut-Karabakh. Le problème du Karabakh, la zone qu'on appelle la zone de responsabilité temporaire des forces de paix russes, elle est suivante. Donc la zone doit être totalement démilitarisée. C'était l'accord de 2020. Donc ça n'a pas été fait. Et après, moi, je suis juriste et une de mes matières à la fac de droit, c'était le décentralisation. On peut régler dans la question de décentralisation. Il y a 3 choses à faire. Démilitarisation, régler la question, parce que je suis spécialiste en droit administratif des étrangers, donc la question de ceux qui sont nationaux, ceux qui sont les étrangers, donc régler la police des étrangers, parce que vous savez, il n'y a aucun pays dans le monde, y compris la France, qui accepte sur son territoire les séparatistes. Regardez, aujourd'hui on dit, Monsieur le Président, je suis tout à fait d'accord avec lui, pas de compromission avec le Donbass et les régions séparatistes, mais pour le Karabakh, pourquoi les politiques françaises disent, le Karabakh c'est différent, c'est les séparatistes. C'est la même chose. C'est les séparatistes qui ont pris les armes, qui sont tués les gens. Et aujourd'hui, c'est très simple. Les séparatistes dorment. Après, sous les Arméniens pacifiques qui veulent vivre en Azerbaïdjan, qui sont nos citoyens, on appliquera les mêmes règles. Ce sera les communes et ce sera décentralisé. Je ne vous fais pas les dessins. Vous connaissez le loi. Non, je sais. Simplement, je voudrais que vous ne compariez pas avec les séparatistes du Donbass, parce que vous avez vu ce que disait Petro Poroshenko, l'ancien président de l'Ukraine, sur les séparatistes du Donbass. Il faut les traiter comme des sous-hommes. Et il l'a dit. Donc, ne comparons pas. On ne les traite pas comme les sous-hommes, mais par contre, on n'accepte pas sur notre territoire les personnes avec les mitraillettes, avec les armes Lambrou qui dictent la loi. C'est comme pour tous les pays, c'est comme pour les séparatistes corses, etc. Qui sont séparatistes, ceux qui veulent faire la loi, ils n'ont pas bienvenue en Azerbaïdjan. Par contre, les Arméniens pacifiques, il y en a beaucoup qui veulent vivre en Azerbaïdjan, ils auront tous les droits. Les communes seront élues, le préfet sera nommé, et ce sera la même chose que la loi de Gaston Defferré. Donc, s'il y a conflit, le préfet envoie à la mairie le différé préfectoral. S'il a conflit, il envoie devant le tribunal administratif. Si la commune persiste, violer la loi, il est dissous au Conseil des ministres. D'accord. Alors, d'accord, Monsieur Sadiq Baili, juste un mot. Pourquoi aujourd'hui, 2 choses, pourquoi le conflit s'étend et pourquoi actuellement, et vous le savez, les forces azéries bombardent en territoire, alors là, ce n'est pas le Haut-Karabakh, en territoire arménien reconnu. Par exemple, pourquoi on parle, juste une question posée d'ailleurs par Jean-Christophe Buisson, mais pourquoi, par exemple, des médias, des responsables azerbaïdjanais multiplient les références à la nouvelle république turque de Zangezur-Goïcha, qui correspond au territoire arménien du Siounik? Est-ce que c'est cette zone frontalière attaquée, vous savez, la semaine dernière? Est-ce que c'est pour une raison de nouveaux Gazprom, de nouveaux conduits pétroliers ou pas? Dites-moi.
Alors, il y a deux choses. Hier, Corentin Clair a dit qu'on veut récupérer le couloir de Zangezur et l'Arménie ne veut pas le céder. C'est complètement faux. Dans l'accord de 10 novembre 2020, il était prévu l'ouverture de cette communication. C'est un servitude de passage, si vous voulez. Et il est marqué noir sur blanc que le service fédéral russe de FSB, donc fameuse garde frontière, ils sont responsables de la sécurité. L'Arménie, depuis 2 ans, elle n'a pas exécuté ça. Ce qui se passe maintenant il y a 4 régions qui sont concernées. Il y a Kelbadjar, il y a Lachin, il y a Zangela, mais aussi il y a Dashkesan. Vous savez, les combats, ils ont eu à Dashkesan. C'est à l'intérieur de l'Azerbaïdjan, près du Karabakh. Qu'est-ce qui se passe? Depuis 2 ans, l'Arménie laisse traîner les pieds. Je salue Charles Michel qui a avancé considérablement des négociations. Le 31 août, il a eu rencontre à Bruxelles. Et comme par hasard, l'Arménie a tout accepté. L'Azerbaïdjan, il a mis 5 principes. Vous savez, inviolabilité des frontières, intégrité territoriale, non-ingérence, reconnaissance mutuelle de l'intégrité, abandon des revendications territoriales. Ma position et les positions d'Azerbaïdjan qu'on n'a pas de revendication territoriale envers l'Arménie, qu'on est pour l'intégrité territoriale de chaque État, y compris l'Azerbaïdjan, y compris l'Arménie. Maintenant, ce qui se passe avec la frontière. Depuis 2 ans, l'Arménie envoie donc les saboteurs par la nuit, parce que la frontière est très vaste, c'est dans les montagnes, et on s'est aperçu avec le temps qu'ils posent nouvelles mines, nouvelles bombes, qu'ils explosent. On a 240 personnes, M. Berkov, qui sont morts depuis 2020. C'est scandaleux. Il y a même les journalistes qui ont sauté sur une mine. Alors, la patience de l'Azerbaïdjan est arrivée à son terme et on a commencé à les déloger. Donc les Arméniens, on les connaît. Quand on commence à appliquer la force, après ils créent au scandale, ils créent au secours. Ce qui se passe aujourd'hui, à cause de cette dernière intrusion des saboteurs, des paramilitaires qu'on a découvert, qu'on a attrapé quelques-unes, il y a eu des combats pour les déloger et l'armée azerbaïdjanaise a pris les auteurs sur la frontière conditionnelle. Je vous explique dans l'instant pourquoi elle est conditionnelle, pour les déloger. Alors, la question des frontières, c'est principal, vous avez compris, mais il y a 2 frontières avec l'Arménie. Il y a la frontière entre Nakhchivan et l'Azerbaïdjan. L'Arménie, c'est une frontière statutaire, parce qu'elle est régie par le traité du Kars du 13 octobre 2021, et elle est très facile à appliquer. Vous prenez le traité du Kars, l'annexe, tout est marqué. D'accord, attendez, juste un moment, justement, il faudra bien qu'à un moment donné parler, mais je voudrais savoir, et ça ce n'est pas l'Azerbaïdjan qui l'a dit, mais je voudrais avoir votre sentiment sur le député turc, et ça je l'ai entendu, et nous avons entendu, un député turc a dit, attention, il faut faire attention, qu'il n'exagère pas les Arméniens, et il a déclaré, texto, la nation turque a le pouvoir d'effacer l'Arménie de l'histoire et de la géographie. On se rappelle tous ce qui s'est passé en 1915. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre réaction quand vous entendez un député turc dire ça? Alors, ça n'engage que lui, la première chose. Deuxième chose, vous savez, sur le génocide arménien, sur la question arménienne, je travaille beaucoup. J'ai dit dans mon intervention chez RT France face à François Devedjian que la tragédie arménienne de siècle dernier et de ce siècle, elle est due aux élites arméniennes. Alors moi, je vous donnais ma version des faits. Vous allez un peu fort, là. Vous allez un peu fort. Non, mais M. Berkov, vous dites que le génocide arménien de 1915 a été, c'est la faute des Arméniens? C'est ça que vous dites? Le génocide arménien, c'est la faute de la politique qui a été mise en place à l'époque par l'entente, parce que, si vous voulez, les Arméniens, il avait un deal avec les pays d'entente pour faire couler l'Empire ottoman et devaient récupérer vaste Arménie. On comprend ce sentiment, mais sauf que c'était une empire à l'époque, comme disait Jacques Chirac, et l'empire s'est retourné contre eux. Mais mon problème n'est pas là, ça concerne pas l'Azerbaïdjan. Les Arméniens mettent toujours ça sur l'Azerbaïdjan. Ça concerne l'Azerbaïdjan dans le sens qu'après cet échec, la vague de nettoyage ethnique de l'Anatolie orientale, elle est jusqu'à Bakou. À Bakou, il y a 50 000 Azéris qui sont morts. Aux Zangezur, il y a toute la population azérie qui a été exterminée par les Arméniens. Vous savez, il y a 3 millions de musulmans qui sont péris dans ces années dans l'Anatolie orientale. On n'en parle pas. Alors, ma position, et ça n'engage que moi, il y a beaucoup qui pensent comme moi, s'il y a génocide arménien, alors il y a génocide les Azéris, les Kurdes et les Turcs. Donc, c'est un débat historique. Moi, je crois que franchement, vous employez, mais vous employez le génocide vraiment de façon extrêmement légère, monsieur. Excusez-moi de vous dire, vous pouvez pas mettre il y a eu 1,5 million d'Arméniens morts, massacrés par les Turcs. Pardon. Vous savez, il faut pas. Comment vous voulez? C'est un débat historique. C'est un débat historique. Je suis d'accord. Revenons au débat. Je suis d'accord, mais moi, je crois qu'il faut vraiment faire attention, et je vous demande de faire attention aux mots que vous employez, très sincèrement. Après, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, parlons du débat d'aujourd'hui. Vous me dites les médias, je comprends pas, parce que le régime azéri invite énormément de journalistes français. Je connais
énormément de journalistes français. Moi, j'ai pas été, pas parce que j'ai refusé, mais j'ai eu l'occasion. Et puis, ouais. mais beaucoup de journalistes français sont invités de façon régulière et somptueusement par le régime d'Azerbaïdjan. Comment ça se fait que vous n'avez pas accès aux médias? Je comprends pas. Ça, c'est les questions qu'il faut poser aux médias français, il faut poser au pouvoir public pourquoi on n'est pas invité. Parce que moi, je pense que, comme je dis, que le lobby arménien, la diaspora arménienne en France, il a pris en otage tout l'establishment. Sur le génocide, vous pouvez permettre que je termine. Je ne dis pas qu'il n'y a eu pas de génocide arménien, mais je dis que c'est un débat historique. J'en veux beaucoup aux Turcs parce que pendant tout le XXe siècle, ils se sont tués. Et c'est moi, une des premières qui a été dit, il faut ouvrir tous les archives. Vous savez, c'est la livre sur mon truc, je peux vous le montrer. Bon, écoutez, on va pas faire l'émission là-dessus. Je comprends. C'est les archives turques, vous savez, et il en a maintenant 1 million de documents qui sont publiés. Donc, il fallait faire ça depuis longtemps. D'accord. En tout cas, s'ils ne l'ont pas fait, c'est pas par hasard, parce que c'est pas vous, c'est eux qui auraient dû se défendre là-dessus, et ils ne l'ont jamais nié. Écoutez, on va continuer, on fera d'autres débats là-dessus, là je peux pas vous garder plus longtemps, on verra bien. Moi, ce que je souhaite vraiment, que ça s'arrête, et comme tout le monde, et que vous n'êtes pas en train de vous massacrer pour, au fond, et je sais, il y a aussi un côté économique, un côté pétrolier, un côté gaz dans tout ça, on le sait très 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 bien, et chacun joue aussi, et malheureusement, il y a le business derrière. Merci en tout cas pour vos témoignages. Je vous donne la parole. Plus de 2 ans. Oui, écoutez, essayons. J'espère que vous allez arriver à la paix. Merci.